la relation de mécénat n'est pas qu'une relation de financement. C'est quelque chose d'important à avoir en tête. C'est avant tout une relation entre une entreprise, une fondation et une association ou un autre acteur qui a un projet. Et il faut construire l'adéquation de ces deux choses-là. On ne peut pas se contenter de déposer un appel à projet, de recevoir l'argent, de faire un bilan et puis basta. Si on veut un financement pérenne, si on veut vraiment construire un projet associatif qui vive dans le temps long, on a besoin de créer des relations humaines, interpersonnelles aussi avec ces acteurs-là pour stabiliser les financements et pérenniser l'action. Je vais peut-être démarrer. Laurent Girardot, co-directeur de l'association Moi dans 10 ans, plus spécifiquement en charge des relations institutionnelles avec les pouvoirs publics et de la dimension un peu fonction support autour de la comptabilité et des finances de l'association. Et du coup, Clara Van Der Hecht est également co-directrice aux côtés de Laurent. Et moi, je suis plutôt au sein de l'asso en charge des questions de relations partenariales avec nos mécènes, donc plus particulièrement les mécènes privés, et également sur des fonctions support autour du management et de la communication. Moi dans 10 ans, c'est une association qui a été créée en 2015 et qui permet aux collégiens et aux lycéens d'avancer progressivement dans la construction de leur parcours scolaire et professionnel. En fait, on a un petit peu deux modes d'action pour les accompagner. D'une part, on organise des séquences pédagogiques au sein des établissements scolaires pour travailler avec eux de façon ludique autour des principaux freins à l'orientation et leur permettre de découvrir le monde professionnel et de s'entretenir pendant à peu près 50 minutes avec des collaborateurs de leur territoire. Et dans un second temps, on anime et on encadre des stages collectifs pour permettre aux élèves de découvrir la diversité des métiers, notamment qu'on peut retrouver dans des grandes entreprises. La stratégie de mécénat est construite depuis quelques années, puisque l'asso a été créée en 2015. L'objectif, c'est d'abord d'identifier en fait des fondations qui, dans leur champ d'intervention prioritaire, ont soit l'égalité des chances, l'éducation, l'insertion professionnelle, la mixité de genre, principalement. Donc de les identifier, ensuite de les solliciter pour connaître un peu leur fonctionnement, voir si aussi le projet de l'asso peut correspondre aux actions qu'ils ont l'habitude de soutenir, et puis ensuite rentrer dans des processus soit d'appel à projet ou soit de relations avec eux. Ajouter peut-être qu'effectivement sur le choix des mécènes auxquels nous faisons appel, ou du moins que nous sollicitons pour des financements, font l'objet d'une discussion avec notre conseil d'administration pour aussi déterminer si la mécénat, la fondation, le mécène que nous sollicitons correspond aussi aux valeurs de l'association, puisqu'il est important que les deux soient disons, en relation, ou du moins que les deux soient en adéquation pour qu'on soit dans notre politique de financement. Et peut-être pour compléter aussi sur cette question, on essaye d'être de plus en plus vigilant à travailler avec des fondations qui souhaitent soutenir des assos sur un long terme, enfin 2 à 3 ans, pour avoir le temps de mettre vraiment en place les projets, de mettre en place une mesure d'impact qui soit efficace, et puis d'avoir une action qui est quand même plus durable pour les bénéficiaires de l'asso. Alors quand c'est possible, parce que toutes les fondations ne veulent pas s'entretenir avec des assos, notamment avant les appels à projets, mais nous on essaye d'avoir un contact, donc soit directement sur le site de la fondation, c'est quand même assez courant qu'il y ait une adresse mail de contact, souvent pas une adresse mail directe, ou alors sur notamment LinkedIn pour identifier une personne responsable dans la fondation et pouvoir échanger par téléphone, par visio, pour un petit peu présenter le projet, parce que parfois on n'a pas la même lecture sur le site de la fondation que ce qu'ils soutiennent réellement, ou de l'interprétation qu'on en fait. Donc pour voir vraiment si on est en adéquation, parce que écrire un projet ça prend du temps aussi pour les fondations de traiter tous les projets qu'ils reçoivent, pour être sûr que notre projet va être en adéquation avec ce qui peut être soutenu par la fondation. Il y a une autre dimension importante aussi à avoir en considération, c'est que les fondations financent de nombreux acteurs, de nombreuses associations ou autres acteurs sur le terrain, et elles en connaissent beaucoup plus que nous ne pouvons en connaître aujourd'hui, nous, avec les contacts et l'écosystème que nous avons. Et parfois, ils vont nous indiquer que certaines structures font déjà ou exercent déjà une activité dans le champ qui est le nôtre, et ça nous permet de découvrir ces acteurs, de prendre contact avec eux, puis de discuter, de trouver des synergies, éventuellement, plutôt que d'arriver seul sur un nouveau terrain ou seul sur une thématique. C'est beaucoup plus intéressant d'y arriver en ayant contacté déjà des personnes qui travaillent sur ce champ-là. Oui, puis elles peuvent orienter un petit peu nos projets, notamment en nous expliquant que ce public n'est pas encore traité effectivement par d'autres associations, ou qu'ils trouveraient ça intéressant qu'on se déploie peut-être sur ce territoire, sur cette ville. Donc c'est aussi des temps un petit peu d'échange et de prise de conseils pour essayer d'orienter au mieux nos projets par la suite. Je ne sais pas si ça a un impact. C'est vrai que les projets où on a pu échanger pour de gros projets, on a été soutenu par la suite.
mais c'est peut-être parce qu'on a eu plus de clés pour travailler vraiment le projet. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire et il y a d'autres fondations avec lesquelles on s'est entretenu et on n'a pas eu les projets parce qu'il y a énormément de projets. Donc j'avoue que je ne sais pas, mais en tout cas ça nous aide et je pense que nous on est plus serein aussi quand on dépose un dossier parce qu'on sait que déjà ça rentre dans les axes de soutien de la fondation. Oui, j'aurais même dit que non à première vue, puisque très souvent dans les fondations, la personne qui décide de l'allocation ou non de la subvention in fine, c'est rarement la personne avec qui on discute directement. Les personnes avec qui on a en discussion nous permettent, comme tu le dis très bien, de mieux cerner, de mieux qualifier le projet, d'être sûr de bien rentrer dans les clous et d'avoir quelque chose qui soit cohérent. Ça peut apporter une aide parce que ce sont très souvent ces interlocuteurs qui défendent les projets auprès des conseils d'administration qui in fine décident, mais dans l'absolu, c'est pas une aide directe. Donc c'est pas une condition sine qua non pour obtenir le financement. En revanche, c'est extrêmement rassurant de savoir qu'on n'a pas passé 10 heures à travailler un dossier de subvention qui finalement n'aboutira pas parce qu'on ne savait pas que telle ou telle question devait être répondue de telle ou telle manière. Alors moi je m'appuie essentiellement sur 2 outils, enfin allez 3. Il y a le site de la Fondation de France qui publie assez fréquemment des appels à projets, notamment de fondations abritées par la Fondation de France. Il y a Mécénova qui est effectivement un site aussi qui donne pas mal de conseils pour les porteurs de projets et pour les mécènes. Et un petit peu dans la continuité, il y a l'ADMECAL qui sort de façon annuelle un annuaire des mécènes qui est payant pour le coup. Après c'est assez honnête ce que ça coûte à l'année pour une association. Voilà, ça nous permet un petit peu de se tenir au courant de tous les appels à projets qui peuvent sortir, mais il faut mettre en place en tout cas une veille et avoir le réflexe d'aller régulièrement sur ces projets. Et puis depuis quelques jours, on s'appuie sur Sonar effectivement pour essayer de systématiser un peu notre veille et notre recherche de financement. On a des newsletters, des petites choses pour les tenir informés, on leur envoie des photos de nos événements qu'on organise avec les élèves. Mais c'est vrai que là, je dirais pour l'année scolaire prochaine, on aimerait beaucoup impliquer davantage nos partenaires financiers, publics ou privés d'ailleurs, sur des réflexions, par exemple sur ouvrir de nouvelles actions, ouvrir notre projet sur d'autres territoires pour aussi avoir leurs conseils, leur aval. Et puis surtout, ils sont en contact avec beaucoup d'associations pour peut-être ne pas aller sur un territoire où on sait qu'il y a beaucoup d'associations qui font super bien le job, donc il n'y a pas d'intérêt d'ajouter un acteur supplémentaire. Donc voilà, on va essayer de les impliquer de plus en plus dans ce sens-là. Effectivement, ça nous permettra aussi d'être un peu plus logique dans le développement de thématiques d'intervention. L'exemple type qu'on utilise régulièrement en ce moment, du moins quand on contacte les mécènes, c'est qu'on a ouvert des actions autour de la prise de parole en public, qui nous semble être un frein important aujourd'hui pour les jeunes, parce qu'on le voit de plus en plus au brevet. Il y a de l'oral, au bac, il y a de l'oral, l'entretien d'embauche, c'est de l'oral. Mais on n'a pas souhaité rentrer dans le domaine de l'éloquence à proprement parler, parce qu'il y a plein d'acteurs, et on les connaît tous, qui font un excellent travail sur ce sujet-là, et c'est pas notre compétence première. En revanche, ça nous a permis de déterminer où est-ce qu'on pouvait apporter une plus-value aux jeunes qu'on accompagne sur cette thématique, qui est bien plutôt vraiment à la base de l'action sur la clarification du discours, sur l'organisation de la pensée, plutôt que sur l'éloquence à proprement parler. Donc ça a été pour nous une grande aide qui nous a été apportée par l'un de nos mécènes avec qui nous discutions de ce sujet-là. Pour répondre à ce que vous disiez, on les invite aussi, bien entendu, lorsqu'on a des interventions sur le terrain. Alors on communique toutes les dates de ces interventions. On sait bien qu'ils ne peuvent pas venir systématiquement, mais en tout cas ils ont le calendrier et à l'occasion il leur arrive de pouvoir venir voir ce qui se passe concrètement au sein d'un établissement scolaire ou au sein d'un stage collectif que nous pouvons organiser. Et puis surtout, pour beaucoup de nos mécènes, ce sont des fondations d'entreprise et donc on leur propose d'impliquer les collaborateurs de l'entreprise pour venir animer un atelier à nos côtés, parler de leur métier à une classe de jeunes. Donc voilà, toujours dans la possibilité que c'est du bénévolat, donc sur leur temps de travail, mais voilà, on essaye de le proposer de façon systématique. La relation de mécénat n'est pas qu'une relation de financement. C'est quelque chose d'important à avoir en tête. C'est avant tout une relation entre une entreprise, une fondation et une association ou un autre acteur qui a un projet. Et il faut construire l'adéquation de ces deux choses-là. On ne peut pas se contenter de déposer un appel à projet, de recevoir l'argent, de faire un bilan et puis basta. Si on veut un financement pérenne, si on veut vraiment construire un projet associatif qui vive dans le temps long, on a besoin de créer des relations humaines, interpersonnelles aussi avec ces acteurs-là pour stabiliser les financements et pérenniser l'action. Il y a beaucoup de challenges pour l'année à venir. Nous, surtout qu'on parle en année scolaire et pas en année civile, donc je parlerai plus pour l'année scolaire prochaine.
Alors si on ne parle pas du côté financier, il va effectivement ouvrir notre action à d'autres territoires. Donc forcément trouver aussi des mécènes qui veulent bien nous accompagner sur le déploiement de notre action, donc un peu le changement d'échelle. Ouvrir de nouvelles thématiques, donc en fait vraiment identifier les freins qui sont remontés par les acteurs de terrain, que ce soit nos animateurs, des universitaires, des enseignants, des élèves, pour pouvoir ensuite créer des contenus pédagogiques qui sont intéressants pour les élèves. Et puis voilà, trouver des financements qui nous permettent d'ancrer notre action dans la durée. Et surtout, qui soutiennent un peu au global le projet de l'association et pas un projet ponctuel. Sachant que de plus en plus, et c'est une donnée importante à avoir pour les assos qui se lancent ou les nouvelles entreprises sociales, les startups, il est de plus en plus rare d'avoir des financeurs qui financent seuls uniquement une action. Aujourd'hui, l'une des conditions sine qua non quasiment de tous les appels à projets qu'on peut pouvoir passer, c'est le cofinancement. Donc ça veut dire qu'il est important d'arriver à ménager à la fois du mécénat privé et du public. Alors, pour des raisons différentes, le public apporte souvent un peu de confiance au mécène privé, il se dit bon ok, la ville de machin ou le département de truc finance, bon ça veut dire qu'ils sont connus, c'est stable. Le privé apporte beaucoup de confiance au public en disant ok, au niveau financier ça doit être sain, ça doit être solide, parce que si le privé y va, ça veut dire que c'est pas non plus un truc qui sort de nulle part. Donc nous, la stratégie elle est aussi là, c'est de maintenir quelque chose qu'on a réussi à faire depuis la création de l'asso, c'est d'équilibrer au maximum mécénat privé, mécénat public, pour qu'on arrive effectivement à avoir un équilibre entre les financements, qui est un gage aussi de solidité pour l'avenir de nos financements. Un peu des deux, je dirais. Alors nous, on propose jamais de projet au national, tout simplement parce qu'on n'est pas du tout sur l'intégralité du territoire national, mais on essaye effectivement d'étudier quand on propose des projets, notamment une fondation, de regarder un petit peu si c'est une fondation d'entreprise, est-ce que il y a des entités de l'entreprise qui sont à proximité, par exemple, on aimerait la ouvrir aux Hauts-de-France, est-ce que telle ou telle fondation a peut-être un siège, une agence ou que sais-je dans cette région pour aussi permettre aux collaborateurs de s'impliquer avec nous sur ce projet. Donc on essaye, c'est pas systématique, mais de toute façon ça fait aussi partie quand on veut ouvrir à une nouvelle région de regarder les acteurs, notamment économiques, en présence. Comme on le sait, nous on essaye vraiment de faire découvrir le monde professionnel, donc s'il n'y a rien qui se passe sur le terrain économique, nous il n'y a pas vraiment d'intérêt pour y aller. Je dirais dans un premier temps, prendre son temps. Faut pas essayer d'aller trop vite, de vouloir déposer 10 000 projets en même temps parce qu'on se perd. Donc voilà, mettre en place une veille efficace, identifier en amont, je sais pas, par exemple 20 fondations qui semblent aller un petit peu dans les champs d'intervention sur lesquels on souhaite aller, et ensuite prendre le temps de construire un dossier de partenariat un petit peu type, mais qui soit solide. Donc avec un projet un petit peu global, évidemment qui sera modifié et modulé en fonction des échanges avec le mécène, mais quelque chose qui permette d'avoir un projet qui correspond à toute l'équipe aussi, et vraiment projet de l'association, avec des éléments visuels aussi qui peuvent permettre aux mécènes et ensuite au comité qui décide de la subvention de mieux illustrer le projet. Vraiment prendre ce temps. Et puis Laurent le disait tout à l'heure aussi, mais d'avoir aussi des états financiers parfaits. Enfin vraiment, tu peux continuer sur ce projet. Oui, c'est juste une question qui est importante à avoir quand on est une asso ou qu'on est une entreprise sociale ou quelqu'un qui se lance dans ce domaine-là. On a tendance à penser que le projet, c'est tout. C'est le principal, c'est le plus important. Et quand on pense comme ça, on a tendance à oublier que le financier, le bilan de l'association, les comptes d'une asso, ça n'est jamais que la transcription en chiffres du projet. N'importe quel mécène, financeur qui a un peu de bouteille, il est là depuis un moment, il ne lira jamais que le projet ou jamais que le financier, il lira toujours les deux ensemble. Et il n'y a rien de plus, qui tire plus d'alarme que lorsqu'on se rend compte qu'un bilan d'asso ou des comptes d'asso ne correspondent pas à ce qui a été raconté dans le projet. On ne peut pas tromper quelqu'un qui sait compter, globalement. Voilà, on peut essayer, hein. Je vous garantis que ça ne marche pas. Moi j'étais des deux côtés de la barrière, je sais, hein. On sait repérer ce genre de choses. Donc il faut prendre le temps de créer un projet qui ait du sens, que vous partagiez, et prendre le temps d'en faire une transcription au niveau de votre financier qui tienne la route. Parce que c'est ce qui aura de plus simple à comprendre pour n'importe qui analyse l'action. Parce qu'on peut ne pas mettre le même sens derrière les mots, on peut avoir des tournures de phrases qui semblent ambiguës ou alambiquées ou compliquées. Voilà, un bilan c'est un bilan, je veux dire, les chiffres ça se lit pour quoi. Oui, j'insiste un peu dessus, je suis désolé, mais c'est très important. Non mais voilà, c'est vrai qu'au global, prendre son temps en fait dans sa stratégie. Évidemment, parfois on a envie d'avoir, et c'est normal, beaucoup de financement, beaucoup de soutien et grandir vite. Mais nous on l'a un peu appris avec le temps, parce que je pense qu'on a eu cette stratégie aussi au début.
mais c'est de plutôt se poser, prendre le temps d'analyser les mécènes, d'analyser les besoins de l'association, les besoins réels, et puis de prendre le temps de se développer, de se déployer au fur et à mesure, pour ensuite rendre des projets qui sont clean, des états financiers qui sont bien, et surtout un projet qui correspond à l'équipe. Alors moi je vois deux petites choses. D'abord côté asso, on a tendance à tous faire plein de choses mais le faire dans notre coin. Et le tissu associatif a du mal à travailler ensemble, enfin en tout cas de mon point de vue. Donc c'est vrai que c'est chouette d'essayer de proposer de plus en plus des projets en consortium, notamment parce qu'il y a plein d'assos qui ont le même public cible, qui font des choses en fait qui peuvent créer une brique qui soit encore plus solide sur les résultats finaux. Donc peut-être apprendre à mieux se connaître en tant qu'acteur associatif, et pourquoi pas de temps en temps, l'idée c'est pas de déprocher tous les projets en consortium, mais voilà, peut-être sur certains projets de travailler ensemble pour aller un peu plus loin. Côté asso en tout cas c'est ce que je vois en premier, et côté porteur de projet, nous c'est notre souhait, mais quand c'est possible effectivement d'arriver à soutenir les associations sur plusieurs années, pour leur laisser le temps aussi de déployer vraiment les actions et d'avoir un rendu, une mesure d'impact qui soit plus solide. Oui, moi, côté asso, c'est vrai que je l'ai dit un peu plus tôt aussi, je pense qu'il est important que la mentalité un peu ancienne qu'on continue à avoir sur le côté le mécénat c'est une tirelire évolue. C'est-à-dire qu'on le disait, la relation de mécénat elle doit aller bien au-delà, elle doit aussi être dans de la co-construction de l'action, parce qu'ils ont beaucoup à apporter à cette réflexion-là. Et côté mécène, j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'ils se libèrent un peu plus dans le sens où ils sont assis aujourd'hui au milieu d'un réseau d'acteurs, et ils ont la capacité peut-être d'être à l'initiative de ces rencontres associatives, de ces consortiums potentiels. Et alors certains le font, d'autres commencent à le faire, mais peut-être qu'on généralise le fait que le mécène peut aussi être à l'origine d'une journée autour de l'éducation, où ils invitent toutes les assos qu'elles rencontrent, etc. Voilà, qu'on soit peut-être dans l'impulsion de ce travail partenarial interassociatif.